À présent, on va parler d'histoire avec un livre. Le livre, le voici, le roman de Charette et son auteur qui raconte l'histoire d'un homme qui a laissé une empreinte dans la région. Un homme de Loire-Atlantique, adopté par la Vendée, un homme ambitieux, courageux face à la mort qui s'annonçait. Cet homme, c'est François Athanase Charette de la Contrie, plus connu sous le nom de Général Charette, militaire de l'armée royale. C'était en 1793. Le livre, je vous l'ai montré. L'auteur, il est à côté de moi. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. On va parler dans un instant du roman, mais d'abord, allons sur les traces de Charette avec Christine Villoisin et Antoine Robert. Nous sommes le 29 mars 1796. Charette, le Vendéen, est fusillé par les soldats républicains. C'est la fin des guerres de Vendée. C'est moi, François Athanase Charette de la Contrie. Mort à 33 ans, Charette était un bourgeois, Don Juan, un marin qui parcourt toutes les mers du monde avant de prendre la tête des insurgés vendéens. Après 2 ans d'une terrible guerre, il s'impose comme le chef avec lequel les généraux républicains négocient. Et c'est ici qu'il signe la paix en février 1795, dans le manoir de la Jaunais, aux portes de la Vendée. Le château prêté à de Charette pour qu'il puisse y loger pendant 3 ou 4 jours, sachant que chaque jour, les chefs républicains, les généraux républicains, venaient négocier avec lui jusqu'à la signature du traité. Les accords offrent liberté de culte et amnistie aux rebelles. Mais 5 mois plus tard, les hostilités reprennent. Charette fomente un retour du jeune roi Louis XVII qui échoue. De plus en plus isolé, traqué, il est capturé dans ce bois, puis transporté au logis de la Chaboterie qui abrite alors le QG du général républicain Travot. Nous arrivons dans la cuisine du logis de la Chaboterie, la cuisine qui est le lieu historique qui marque la fin de la guerre de Vendée, puisque c'est ici que Charette, capturé dans le bois de la Chaboterie, a été amené blessé aux 3 doigts et blessé au front, soigné et sur cette table qui se trouvait ici, et a passé dans cette cuisine ses premières heures de captivité. Le pistolet et l'écharpe de général en chef commémorent son arrestation et ses heures de captivité dans la cuisine de la Chaboterie. Charette est aussitôt transféré à Nantes, emprisonné quartier du Bouffay, jugé, puis exécuté en public. Il meurt comme il a combattu, en héros, avec les honneurs de l'armée républicaine. Sur le chemin qui mène à son exécution, caché, un prêtre réfractaire lui donnera même l'extrême onction. Charette devant 5000 soldats et 12 généraux républicains qui mettront chapeau bas quand il commande lui-même la salve qui le tuera, où il avait convenu qu'il baisserait la tête et qu'il donnerait lui-même le signal, ayant refusé le bandeau pour faire face à la mort sans pour autant la défier, dira-t-il, sans pour autant la braver. Le chevalier François Athanase Charette de la Contrie avait été promu par Louis XVIII, général de l'armée catholique et royale. Place Viermanente reste cette croix érigée en sa mémoire sur le lieu de son exécution. Alors Philippe de Villiers, on ne reçoit pas l'homme politique ce soir, mais le passionné d'histoire que vous êtes. Dans le roman de Charette, qu'est-ce que vous nous apprenez sur le général que nous ont déjà dit les historiens? Toute la première partie. On connaît le Charette terrien, dont on vient de parler à l'instant, le héros de la guerre de Vendée, mais on ne connaissait pas, ou très peu, le Charette marin. Et en quoi c'est important? Parce que ça a forgé toute la suite de sa carrière militaire. D'abord, c'est un héros de la guerre d'Amérique. Il a côtoyé Bougainville, la Pérouse, la Vaude-Piquet. Il a été promu au mérite lieutenant de vaisseau à 24 ans. Et il s'est comporté de manière absolument héroïque. Et en fait, c'est très important parce que le stratège marin qu'il va devenir, en écoutant Suffren par exemple, plutôt que Guichen, Guichen c'est la bataille rangée, Suffren c'est l'embuscade en mer, hein, on rompt la ligne de fil, et va l'appliquer ensuite dans les chemins creux, dans le marais breton. Il va devenir un stratège de la guerre des buissons. Et donc en fait toute la première partie prépare la seconde. Le premier Charette prépare le second. Alors ça se lit facilement, c'est écrit à la première personne, c'est très vivant, ça se lit presque rapidement, il y a quand même 500 pages, il faut passer un petit peu de temps. Est-ce que le fait que ce soit un roman, ça vous permet de réécrire un petit peu l'histoire, de vous arranger de certaines choses? Non. En fait, ça s'appelle le roman de Charette, le titre, mais c'est la vie de Charette qui est un roman.
c'est un personnage romanesque qui aime Vivaldi, la danse, les mouchoirs des Indes, et qui est un double héros avec 2 vies, une sur les mers du globe, il va même jusqu'à la Sublime Porte. Et puis ensuite, le deuxième Charette, beaucoup plus connu, avec son panache, qui est le panache de l'officier de marine. C'est une tradition de la marine royale. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. C'est ça que j'ai voulu raconter avec une idée en tête. C'est un livre scénario pour faire un film. Derrière, il y a le scénario déjà en prévision. Eh bien, écoutez, Randall Wallace, ce grand scénariste de Braveheart, m'a dit « Faites ce livre, puis vous le traduisez, c'est fait, en anglais, et ensuite on va voir. » Et ça sera tourné en Vendée, évidemment. Comment? Ce serait tourné en Vendée, éventuellement, si le film voyait le jour. Et en Bretagne. Et en Bretagne. Bon, ok. Philippe de Villiers, le roman de Charette, c'est un livre à la première personne. Donc, il y a déjà un côté psychanalyse, quoi. On savait bien que vous aimiez Charette, enfin, aimiez, c'est le terme, que c'est un emblème pour vous, un symbole. Mais de là à vous identifier à lui? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé que c'était une manière d'écrire sa vie, à la fois plus simple et plus vraie, en y mettant plus de sentiments que si je le faisais à la troisième personne. Mais en même temps, il y a un côté petit garçon qui met l'habit de mousquetaire en disant « moi, je suis d'Artagnan », quoi. Mais extrêmement sympathique. Non, mais quand on a parlé avec mon éditeur, il m'a dit pourquoi pas écrire les mémoires imaginaires de Charette. Et en fait, j'ai écrit ce livre pour une raison, qui est la suivante. C'est qu'on connaissait le Charette vendéen, que les paysans viennent chercher, du Marais viennent chercher sous son lit, pour le porter à la tête de leurs troupes. Mais on ne connaissait pas, ou très peu, le Charette breton, le Charette marin. L'officier de la Royale. Voilà, de l'officier de la Royale, et qui devient un héros de la guerre d'Amérique. Lui, le petit breton timide, timoré, dont le médecin du bord dit il est d'une complexion si délicate qu'il est inapte à la mer et inapte à la guerre. Et en réalité, j'avais sur ce sujet des archives privées qui m'ont amené à dire allez, j'y vais, je fais ce livre. Et effectivement, je m'identifie à lui parce que pour moi, c'est un héros. D'abord, il embrasse une cause et il va jusqu'au bout. Il fait un serment, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il dit je verserai pour la cause jusqu'à la dernière goutte de mon sang, et il le fait. Et ensuite, il a du panache. Oui, alors au sens strict et figuré, parce que son panache, il le garde, c'est une vieille coutume des officiers de la marine, et c'est ce qui va, d'un certain point de vue, le rendre une cible plus facile à... C'est d'ailleurs ce que lui dit le président du tribunal révolutionnaire au moment de le condamner. Pourquoi vous aviez ce panache? Et il dit parce que c'est une tradition de la marine. L'officier de marine n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Mais en fait, il a ce panache sur lui, mais il l'a aussi en lui. C'est-à-dire qu'au point de demander à commander son peloton d'exécution. Et c'est lui qui se donne le coup de grâce. C'est lui, ouais, voilà. C'est lui qui Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le Charette marin prépare le Charette terrien, puisque quand il est élève garde marine, il assiste aux travaux de l'Académie de marine et aux discussions sans fin entre les deux stratégies en conflit, la stratégie Suffren, on coupe la ligne, et la stratégie Guichen, d'Estaing, la stratégie classique, la ligne de fil, c'est-à-dire deux rangées de bateaux face à face. Il va se souvenir de ça plus tard. Et ça va l'aider, c'est ce que vous nous faites comprendre, dans sa stratégie de résistance. Exactement. Il va dire on va faire la pêche à la bouteille. Moi, je veux faire comme Suffren, parce que je n'ai pas la capacité de faire des batailles rangées. Je n'ai pas le nombre de vaisseaux, je n'ai pas de canons, je n'ai pas d'artillerie, je n'ai pas de cavalerie. J'ai des soldats intermittents qui repartent chez eux pour la moisson. Et donc, la seule chance que j'ai d'avoir quelques victoires, c'est de faire sortir les bleus, les soldats bleus, des grandes routes où ils viennent traverser la Vendée, et de les amener dans les chemins creux, ce qu'il appelle la pêche à la bouteille. En gros, il apprend à la Royale des principes de guérilla. Exactement. C'est dans la Royale qu'il apprend les principes de guérilla en observant Suffren. Et il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. C'est que sa vie de marin l'amène aux États-Unis. Donc il observe la Virginie et ensuite la Grèce. Les Mainotes, les Klepts qui descendent des montagnes de Morée pour
conquérir leur liberté sur les Ottomans. D'ailleurs, il le dit à son procès, hein, sur les États. Il fait le parallèle des États-Unis et de la Vendée en disant deux combats pour la liberté. Enfin, C'est extraordinaire. J'aimerais n'avoir que des lecteurs comme vous. Vous avez c'est juste lire un livre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il fait la guerre d'Amérique et là, il s'identifie à la cause américaine. C'était la grande phrase de l'époque. Il n'est pas normal qu'un continent soit commandé, gouverné par une île. Donc, il est pour la liberté des Américains. Et ensuite, il voit les Grecs contre les Ottomans. Donc, il est pour les Grecs contre les Ottomans. Et il dit, va arriver aux Grecs ce qui est arrivé à la Virginie. Et donc, le mot liberté, pour lui, a un sens. Et quand il arrive à Toulon, qu'on lui arrache sa cocarde, il ne comprend pas. Sa cocarde de la Marine royale, il dit, mais moi, je me suis battu. On se bat pour la liberté. Il dit, mais moi aussi, je me suis battu pour la liberté. Alors, et donc, en fait, son combat pour la liberté dans la guerre d'Amérique le prépare à son combat pour la liberté du peuple vendéen. Alors, rappelons aux téléspectateurs, ou expliquons, ou apprenons-leur, parce qu'on avait un débat la semaine dernière sur les lacunes de l'enseignement historique, et l'insurrection vendéenne fait souvent partie de ces moments occultés des manuels scolaires. Racontez-nous le théâtre, la cause de cette insurrection vendéenne. Ce qui se passe, c'est que... si vous voulez, il y a... Je choisis le terme insurrection pour être le plus neutre possible. Il y a une cause et une étincelle. La cause, c'est le fait qu'on dise aux Vendéens, voilà, on va désormais élire vos prêtres et les nommer de l'extérieur. Ils vont devoir obéir à la constitution civile, etc., la constitution civile du clergé, voilà, ce que les Vendéens appellent les intrus. Et donc, les Vendéens disent, nous, on veut pas qu'on touche à la demeure invisible où se noue la coutume, les ancêtres, la tradition, les croyances de nos pères. Ça, c'est la cause. Elle est spirituelle. C'est même un cas très rare d'une insurrection spirituelle. Alors, l'étincelle, c'est la conscription. Les 100 000 hommes, les 300 000 hommes. Les Vendéens, parce qu'en plus, ils voient qu'au tirage au sort, les bourgeois, les bourgadins sont épargnés, les gardes nationaux sont épargnés et pas les paysans. Et donc, tout s'enflamme. Voilà. Alors, à partir de là, il y a une guerre classique, en fait, une guerre civile entre, d'un côté, les Blancs, de l'autre côté, les Bleus qui appellent les Blancs des brigands. Et cette guerre se termine en décembre 93 dans les marais de Savenay, quand la Vendée est revenue de la virée de Galerne, qu'elle a franchi la Loire, qu'elle est allée se battre, pour des raisons d'ailleurs un peu incompréhensibles, en Bretagne. Et là, c'est fini. La Vendée est morte. Et d'ailleurs, le général Westermann fait un compte-rendu à la Convention en disant « Je l'ai enterré sous les pas des chevaux, dans les marais de Savenay ». Et c'est là que les choses prennent un tour tout à fait différent. Parce qu'en janvier 1794, il y a Turreau qui arrive, une volonté de la Convention d'envoyer 12 colonnes de feu, qu'on appelle les colonnes infernales, et qui vont avoir l'ordre de brûler, d'incendier, et, je cite, d'exterminer la race impure, la race rebelle. C'est là qu'on peut parler... De génocide. De génocide. En tout cas, d'ailleurs, Gracchus Babeuf parlait, lui, de populicide. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de l'État, la Convention, il y a les textes, il y a contre un groupe ethnique ou religieux, là c'est plutôt au sens religieux, à cause de leur foi, parce qu'ils veulent protéger leur liberté du culte, et des moyens de masse. Alors les moyens utilisés, je les cite dans mon livre. Reynald Secher a fait récemment un livre qui s'appelle Du génocide au mémoricide. Maintenant, les pièces sortent. Alors, il y a les colonnes de feu. Bon, on brûle tout. Les fermes. Bon. Ensuite, il y a la déportation horizontale. Ça, c'est les femmes, les vieillards, les enfants. Déportés. La déportation verticale, le mot est de Carrier. C'est-à-dire que, comme ça ne suffit pas de brûler, on met les Vendéens dans des bateaux et on les coule dans la Loire. Et puis ensuite, il y a l'arsenic dans les puits. Il y a dont on retrouve des quantités astronomiques. Astronomiques. On empoisonne les puits, donc ils ne peuvent plus boire d'eau. Ils boivent dans les flaques, ce qui leur donne la dysenterie. Et puis enfin, il y a les tanneries humaines. Il y a des témoignages comme Claude-Henri Humeau à Angers. Il y a la graisse des femmes qu'on fait fondre pour l'hôpital de Clisson. Bref, quand Solzhenitsyn est venu en Vendée le 25 septembre 1793, il m'a dit
je suis convaincu que la Vendée a servi de matrice au totalitarisme du XXe siècle. Et quand on voit la peste brune et la peste rouge du XXe siècle, on se dit que les hommes vraiment n'ont rien appris, ou plutôt que certains révolutionnaires ont pensé que l'idée robespierriste de régénérer l'humanité trouvait là un modèle intéressant. D'ailleurs, Lénine a dit « il nous faut des Vendées », c'est-à-dire des exemples de terreur. Et alors, pourquoi le sujet est-il intouchable? C'est ça la question que je me suis posée. À cause de la phrase de Robespierre, quand il dit mes chers collègues, en gros, mes chers collègues, nous sommes devant un terrible dilemme. Ou bien la Vendée est déclarée coupable, alors tout ce que nous fondons est légitime. Ou bien la Vendée est déclarée innocente, alors pèsera sur chacun d'entre nous et sur la Révolution tout entière un terrible soupçon. Thierry Laine.